nom de Dieu, le nom de Dieu, mais où faut-il s'expatrier, mon Dieu, pour avoir la paix? Au Groenland, à la Terre de Feu, j'allais toucher l'anti-accord absolu. Vous entendez? Absolu. La musique des sphères. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre, homme singe? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 10, épisode 18. Petite citation pour commencer, ça nous changera. La machine culturelle a presque totalement phagocyté le champ de l'art. Ce qui est radical, politique ou résistant n'est devenu qu'un genre particulier qui a droit de citer tout autant que les autres œuvres plus inoffensives. Tout ce qui est contre-culturel possède maintenant une petite plus-value croustillante. Rien de mieux qu'un film politique dans une programmation, qu'une œuvre politique dans une exposition pour donner à l'ensemble une coloration engagée et surtout bonne conscience à tout le monde. Pour autant, l'art n'est pas inutile. Il nous aide à respirer, à rêver, à réfléchir. Mais ce n'est pas parce qu'il est nécessaire que cela suffit à le définir comme agissant ou résistant. Extrait d'un entretien avec Jean-Gabriel Perriot pour le site Ballast. Et oui, dans En attendant Godard, et donc ce soir au programme, nous parlerons d'un coffret consacré au cinéaste expérimental Patrick Bokanowski, qui paraît chez l'éditeur Revoir avec deux films, L'Ange de 1982 et Un rêve solaire de 2016. Donc, l'éditeur Revoir sort à la fin du mois, le 31 janvier, un coffret consacré à Patrick Bokanowski avec donc deux films, L'Ange de 1982 et Un rêve solaire de 2016. Et donc, avant de revenir sur Patrick Bokanowski, qui est une des grandes figures françaises du cinéma dit expérimental, d'abord, qu'est-ce que le cinéma expérimental? Parce que c'est un peu un fourre-tout dans lequel on pourra mettre tout et n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Principalement, on pourrait dire que c'est en général, on dit que c'est un cinéma qui serait anti-narratif et où il y a donc des expérimentations à la fois sur le format et sur le matériau même du film, donc que ce soit analogique ou bien numérique, donc travail sur la pellicule ou après travail et qui est présent aussi voilà. Dans le champ des arts plastiques et des arts visuels, donc c'est quelque chose qui bouge, quoi. Voilà, exactement, c'est une notion mouvante, en perpétuelle évolution, en perpétuel renouvellement, à l'inverse du reste du cinéma narratif par contre. Et donc ma chère Carla, donc vous êtes notre spécialiste maison, c'est pour ça que vous êtes dans maison, cette maison, hein, bien sûr, même de cette université sur le cinéma expérimental, puisque non, je ne prétendrai pas à ce poste. Mais si, voyons, pas de fausse modestie. Donc, alors, qu'est-ce que c'est l'avant-garde? Qu'est-ce que c'est que le cinéma expérimental? Allez-y. Alors justement, tu parles d'avant-garde, donc je me suis un petit peu renseignée sur la question de qu'est-ce que c'est le cinéma expérimental. Donc on parle pas tout de suite de cinéma expérimental en ces termes-là. Au début, on va parler plutôt d'art et d'essai ou d'avant-garde cinématographique. Donc les avant-gardes cinématographiques, ça se situe au début des années 20, 1920. Ouais, c'est un terme qui revient beaucoup, que ce soit pour le cinéma français, avec des cinéastes comme L'Herbier ou comme Abel Gance, et qui après, au premier moment, a aussi été utilisé, notamment pour les grands cinéastes soviétiques comme Vertov ou bien Sergei Eisenstein. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que ça englobe, ce terme d'avant-garde? Alors justement, ces avant-gardes, elles sont liées aux grands mouvements culturels du premier quart du siècle. Donc, par exemple, le futurisme, le cubisme, l'abstraction, le dadaïsme, le surréalisme ou le constructivisme. Donc, beaucoup de choses qu'on retrouve aussi dans la peinture, dans la sculpture. Voilà, donc, où il y avait un genre de mouvement culturel donc général. C'est pas à partir de là, mais disons que le cinéma, il va se situer dans quelque chose vraiment lié à l'art et la pensée de l'art en général. Oui, parce que lié aussi à tous les grands bouleversements sociaux et politiques du début du siècle, que ce soit les nouvelles pensées politiques qui arrivent comme le marxisme ou bien l'anarchisme à la fin du 19e, et puis bon, quelques guerres mondiales par là, tout ce genre de choses a fortement influé d'ailleurs sur le ressenti et le comportement des artistes des diverses disciplines. Donc cette avant-garde cinématographique, elle va devenir autonome à partir de 1962 avec la création de coopératives de diffusion en parallèle.
Et c'est comme ça qu'elle affirme son identité. Donc mention spéciale à Jonas Mekas qui en 1962, c'est le premier, c'est un des pionniers de la diffusion pour le cinéma expérimental ou le film d'art. Il crée la Filmmakers Cooperative. Donc c'est une association de diffusion en dehors des circuits commerciaux et des grandes manifestations d'art plastique. Parce que justement, ce genre de cinéma, on sait que le cinéma des avant-gardes des années 20, que ce soit française ou bien soviétique, c'était un cinéma qui était diffusé dans des circuits de salles traditionnels, presque on va dire, parce que ce soit les soviétiques, parce que c'était des cinéastes d'État, ou même en France, c'est des films qui étaient distribués, pas largement, mais en tout cas qui avaient une visibilité auprès d'un certain grand public, qui était beaucoup plus montré que le cinéma dit expérimental actuel. Bah, tout à fait, et Mekas, en fait, en faisant ça, il affirme l'identité du film expérimental. Donc après, par la suite, sur la voie du terme expérimental, pour le cinéma, ça va être la scénariste Maya Deren, avec sa trilogie autobiographique, qui va marquer la naissance de l'avant-garde contemporaine. Donc cette fois, cette avant-garde-là, elle va être majoritairement américaine et à tendance formaliste. Donc c'est là que les choses commencent à ancrer le terme expérimental. Parce que c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui se différencie par rapport aux avant-gardes françaises, c'est que peut-être que les avant-gardes françaises cinématographiques étaient plus du côté de André Breton, dans le sens que les films appartenaient à une école, et là, ces cinéastes-là, ils vont se positionner du côté de, par exemple, Jean Cocteau, en affirmant plutôt leur moi profond. Donc c'est un travail qui devient beaucoup plus personnel et justement, voilà, quand tu moins parlais de rattaché quand tu pensais à Mekas, donc son grand film qui est Walden, qui est ça, qui est une genre d'introspection, un film extrêmement personnel, un film fleuve de 3 heures, où on ressent plus la psychologie et la psyché de Mekas que celle des avant-gardes des années 20, qui était extrêmement politique, en tout cas pour les soviétiques, dans le discours et puis dans la forme. C'est là où ils ont commencé à faire leur grande expérimentation sur le montage, où Eisenstein et puis Pudovkin ont commencé à élaborer leur théorie du montage et tout ce genre différent, et même Abel Gans, ce qu'ils ont en France avec J'accuse notamment, qui d'ailleurs vient de ressortir dans un très beau et gros coffret chez la Gaumont, j'ai bien foutu la main dessus d'ailleurs, et où même avec son formidable Napoléon, là pareil, c'était des expérimentations sur le montage même et sur les formats de diffusion. Bah, c'était fondamental, le montage, c'était quand même quelque chose qui était au centre de ces questionnements-là par rapport à l'image. Qu'est-ce qu'on va faire dans la forme, mais aussi la forme, je veux dire, dans l'image, mais aussi la forme du film, quelle forme. Et comment ça évolue justement dans les avant-gardes des années 60, années 70. Et puis, bien sûr, tu as cité plein de noms, mais ce qui est vraiment important à dire aussi, c'est que tous ces cinéastes-là, ils sont aussi beaucoup rattachés à la théorie du cinéma, et certains aussi vont écrire là-dessus. Donc voilà. Donc là, on est rendu. Oui, les avant-gardes américaines. Donc c'est à partir de là, du coup, que ces cinéastes vont devenir autonomes, et c'est en parallèle que vont se développer des laboratoires. Donc c'est là qu'on va pouvoir introduire Patrick Bokanowski. Donc avec ces laboratoires, c'est là que les cinéastes ils vont pouvoir vraiment se forger leur identité. Et c'est là que s'affirme l'importance du détail de la représentation de la matière. Donc là, on va vraiment travailler le film en tant qu'objet. On va attaquer la matière, et la pellicule argentique, parce que là, on parle encore d'argentique, il n'y avait pas encore le numérique, va s'apparenter à la toile blanche d'une peinture. Oui, on l'attaque, on la modifie. Tcherkassky qui bossait sur le matériel film même, donc soit en faisant de la peinture dessus, soit en les grattant, en perforant la pellicule pour donner à la diffusion du film un ressenti comme on l'avait jamais vu, je pense, dans du cinéma dit classique. Et quand tu parlais de laboratoire, c'est-à-dire que les cinéastes fonctionnaient un peu comme école, c'était des groupes de pensée, des groupes de travail, Alors ça, je sais pas vraiment. Je sais qu'il existe encore aujourd'hui des laboratoires, par exemple l'Abominable ou Mire à Nantes. Enfin, c'est des lieux où on va expérimenter, et aussi où le matériel d'expérimentation est mis à disposition de ces cinéastes-là. Parce que forcément, pour faire des films, ça demande des financements. Parce que justement, ce genre de cinéaste, que ce soit même dans les années 70 et maintenant, c'est quand même plutôt des petites économies, j'imagine. C'est pas des budgets énormes. Oui, je pense, oui. Enfin, en tout cas...
Parce que du coup, pour faire des films, souvent c'est des commandes, comme c'est le cas pour Patrick Bokanowski, je sais plus pour quel film, mais oui c'est ça, c'est... Et donc Patrick Bokanowski, dans toute cette histoire du cinéma des avant-gardes et du cinéma expérimental, ou encore dit cinéma recyclé, pour citer Eric Touvenel, maître de conférence ici à Rennes 2, et qui pour le coup est un vrai spécialiste, désolé Carla, du cinéma expérimental. Comment il se situe un peu dans cette chronologie? Parce que lui, il commence, donc L'Ange, c'est son premier long métrage, hein, c'était un film de 1h06 en 82, qu'il a mis 5 ans à tourner, puisqu'il a commencé en 77, il l'a fini en 82. Et comment est-ce qu'il s'inscrit dans cette histoire des avant-gardes, que ce soit formel ou en termes historiographiques? Alors lui, Patrick Bokanowski, il naît en 1943 et il va faire des études de photographie, d'optique et de chimie entre 1962 et 1966. Comment ça se tient? Donc il est vraiment à la frontière entre les arts optiques et les arts plastiques. Et d'ailleurs, je pense qu'il a été l'assistant de je sais plus quel peintre sur qui il a fait un court-métrage. Thibaut. Je regarde les notes que je n'ai pas. Non, bref, on verra après. Mais justement, donc sur L'Ange, qui est un des films qu'on a pu voir, qui est sorti dans le coffret, où malheureusement nous n'avons pas eu accès à tout le coffret, parce qu'il est accompagné de bonus et de 2 livrets pour chaque film. Il y a d'ailleurs pas mal de bonus, avec notamment donc des interviews de la compositrice de ces films, qui est Michel Bokanowski, qui imagine est sa femme. Oui. J'imagine. Et donc moi j'avais déjà entendu parler de ce cinéaste-là, mais j'avais jamais vu son travail, je pense. Donc c'est vrai que c'est très particulier, en tout cas dans un certain cinéma des avant-gardes, effectivement sur la matière et sur le ressenti qu'on peut avoir devant des formes physiques qui sont mises à l'écran. Parce que j'en parlais à Thibaut avant l'émission. Donc ça se passe dans un immeuble où en gros on remonte étage par étage et on va voir un petit peu tout ce genre de microcosme qui vit dans cette immeuble-là, et dès les premières séquences c'est assez perturbant, parce qu'on voit un homme qui est tout seul dans la pièce de son appartement, qui a un sabre dans la main et qui s'amuse à défoncer une poupée qui est pendue au plafond. Et le ressenti est extrêmement étrange, parce que on sent que c'est un véritable acteur, mais la manière dont le montage est fait et la façon dont la lumière est utilisée, moi j'avais l'impression de voir de la stop motion, de voir de l'animation image par image, ce qui donne un rendu assez perturbant. C'est vrai, on dirait que pendant le montage, on dirait en fait que pendant sa prise de vue, donc c'est un film qui a été tourné en 35 mm, qu'il a en fait délibérément coupé des morceaux de péloche où il a enlevé des photogrammes pour avoir un ressenti extrêmement saccadé, mais qui donne vraiment toute son atmosphère au film. En fait, en plus c'est une atmosphère, donc là c'est vraiment la première séquence. C'est étouffant. Hein. Et c'est très étouffant, et c'est une atmosphère après qui va perdurer tout le long du film, malgré des petites apartés. À un moment, il y a la séquence dans la salle de bain en fait qui est extrêmement également perturbante, parce que le dispositif un peu a changé, et là on est sur un truc assez animé, je trouve. C'est comme si un dessin en fait se crée devant nos yeux, enfin une page blanche et avec un dessin en crayon de bois qui se dessine. C'est assez perturbant, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au-delà des personnages, parce qu'il me semble que c'est des choses qui sont quand même très difficiles à analyser en termes de sens, mais c'est vraiment nos sens physiques, ce que je veux dire, qui sont vraiment mis à mal. Et à un moment, il y a vraiment des ruptures de montage où la caméra va partir un petit peu en live, il va monter les escaliers, redescendre. On serait limite dans de l'urbex, des vidéos d'urbex, que ça nous dérangerait pas. Et voilà, c'est une multiplicité d'univers. Ça me fait penser à Choyark dans Time and Tide. On peut penser à Tuyark, qui finalement fait des expérimentations aussi. Tout à l'heure, tu parlais de travail sur la matière. On aurait pu en parler, je divague un petit peu, mais à la fin de Vanishing Point, c'est de Sarafian, c'est un peu le cinéma expérimental qui vient prendre position dans le cinéma narratif classique. Ça, c'est un truc classique, le grand, enfin le cinéma de série A ou même de série B, mais en tout cas le cinéma narratif classique qui va piocher dans le cinéma d'avant-garde les formes qui les intéressent pour le diluer dans un truc plus appréhendable par le public. Mais du coup, c'est vrai que ce film L'Ange, en plus, il va pas te en fait, le truc, c'est que pendant il va te prendre, et puis il va pas te lâcher pendant les 70 minutes. En fait, c'est extrêmement troublant. Carla. En fait, Patrick Bokanowski, il a un placement très revendiqué, je pense, par rapport à son travail. C'est que lui, il se place contre. En tout cas, ses films contredisent l'objectivité photographique, et en fait, il se positionne du côté de la subjectivité, qui place au centre de son travail.
Et c'est pour ça, on se confronte à des sensations de hasard, de débordement des images, quelque chose très lié au rêve, au cauchemar. C'est des ambiances aussi qui s'en mêlent et se contremêlent un peu dans ses films, comme L'Ange. Surtout qu'il y a un truc quand même qui est extrêmement impressionnant dans ces films, et c'est pour ça que moi j'aimerais vraiment bien les voir en salle, c'est tout le caractère du sound design et de la musique que je trouve dans L'Ange et dans Un rêve solaire, mais absolument monstrueux, quoi. Il y a un travail de mixage et même d'oppression sonore que je trouve extrêmement impressionnant et qui fonctionne hyper bien avec les images et qui renforce parfois ce côté claustrophobique qu'on a dans la cage d'escalier de L'Ange. Ah oui, il y a un truc aussi que j'avais trouvé. En fait, L'Ange, à la base, c'est une commande du service de la recherche pour illustrer une cantate de Bach. Donc au début, s'il n'avait pas pensé le film L'Ange dans sa totalité, mais au début, ça avait donné lieu à un premier film qui s'appelait L'Ascension progressive de l'escalier. Et en fait, dans le début de L'Ange, c'est ça, en fait, on monte différents paliers. Dans ces paliers-là, on va retrouver des personnages comme des images mentales, un peu comme des rêveries, ces personnages qui sont dans des situations. Et puis ça évolue, en fait, ça change, et à un moment, il y a l'ange qui arrive un peu pour... En fait, oui, d'après 2-3 petites recherches, en fait, Bokanowski, du moins dans l'ange, utilise beaucoup... L'enjeu, c'est arriver à la lumière, en fait. C'est une espèce de surélévation quasi divine, en fait, où du coup, on part vraiment de quelque chose du matériel, donc d'un simple escalier. Et puis on va arriver petit à petit il y a ces chercheurs dans la bibliothèque, on se croirait dans du Tati à moitié, enfin, ouais, c'est un petit peu à mettre en parallèle avec Tati. Il y a ce repas entre un couple, dans un repas avec un couple qui est mis en scène, tu sais pas trop ce que ça veut dire, et puis il y a beaucoup de la notion de répétition, en fait, les images reviennent. Et en fait, on part sur des choses extrêmement concrètes, et puis à la fin, il y a tout ce travail, et là, du coup, on rejoint sur le travail sur la matière cinématographique, avec ces espèces de projecteurs, on sait pas trop ce que c'est. Et du coup, en fait, c'est un film qui, au fur et à mesure que le récit, si on peut employer ce terme-là, avance, en fait, on va passer du concret vraiment à l'abstrait, mais de manière finalement assez simple, assez naturelle. Il faut bien l'avouer, c'est quand même un méga tour de force, un tour de force assez incroyable. Ouais, Carla. Oui, ce que je voulais dire, c'est que dans ces films, il y a quelque chose qui revient, c'est que ces films sont muets, et c'est vraiment quelque chose qui nous fait penser aux avant-gardes cinématographiques. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça, quelque chose vraiment dans la forme et l'attention portée aux images. Sont muets, mais dans Un rêve solaire, sur la fin, il y a des paroles qui apparaissent. Enfin, je parle de l'ange, là, en question. Et justement, j'ai trouvé un texte de Dominique Noguet dans Éloge du cinéma expérimental qui décrit bien ces films, en tout cas la technique de Bokanowski. Alors, je vais essayer de le lire. Alors, il y avait parfois des surimpressions ou bien des personnages réels portant des masques grotesques ou un bas sur le visage étaient filmés à travers un verre peint ou bien intervenaient des éléments dessinés, un personnage ou des volumes traversant le champ et semblant en une forme étrange et cohérente. Le résultat était que l'espace de ce film était constamment brouillé. C'était un film sans sol et qui par conséquent désorientait le spectateur, le mieux assis. Si on l'on remarquait ces créatures, dont l'héroïne titre, se livraient lentement à des actes que l'on ne comprenait pas, mais dont l'on pressentait l'épouvantable enjeu. Si l'on observait comment deux personnages réels se changeaient tout à coup en taches d'encre, cependant qu'un bombardement de météorites dessinés ou peints frappait la Terre, on se disait qu'était à l'œuvre dans ce film noir et déroutant la logique du cauchemar. Donc je saute une partie. Donc Patrick Noguet dit « Bokanowski est autant un plasticien que cinéaste. Il n'a jamais cessé de l'être, et ne serait-ce que par l'originalité et la variété des techniques qu'il utilise, ne se contentant presque jamais de la prise de vue directe avec perspective traditionnelle, mais cherchant par la retouche du banc-titre et l'emploi d'objectifs, ou comme il dit, de subjectifs, inédits, à donner à l'œil des surprises et des chavirements. » Et sur son évolution après à Patrick Bokanowski, puisque donc il continue à faire des films, là, donc Un rêve solaire date d'il y a 2 ans.
Toi, Thibaut, tu as vu des courts-métrages et je reconnais ton côté esthète de la gastronomie, puisque tu as vu notamment Le Déjeuner du matin et Le Canard à l'orange. Et Oui, donc, entre ces courts-métrages-là, parce qu'il a fait d'autres longs-métrages et courts-métrages par la suite pour arriver jusqu'à Un rêve solaire, où il est passé notamment sur du support vidéo et numérique, qui est aussi une question qui travaille. Comment est-ce que son travail évolue pour passer de l'analogique au numérique ? En fait, par rapport à ces courts-métrages, en fait, les courts-métrages que j'ai eu l'occasion de voir sont des courts-métrages qui ont été tournés en péloche. Donc, alors, ça évolue autant. Déjeuner du matin et Canard à l'orange se rapprochent vachement de l'ange, en fait, dans le sens où le Canard à l'orange va reprendre, en fait, des acteurs et cette notion de masque très prégnante et les codes couleurs de la séquence de la bibliothèque de l'ange. Sauf que le Canard à l'orange est une espèce de conte avec des figures aussi simples que le grand méchant loup, par exemple. Et c'est un truc, alors ça dure 8 minutes, et c'est un truc totalement gonzo sur une cuisinière qui met dans sa popote un canard pour faire un canard à l'orange, et il y a un grand méchant loup qui arrive. Vous mettrez le sens que vous voulez de point de vue psychologique, mais c'est un truc totalement gonzo et une espèce de course poursuite en fait qui s'amorce. C'est assez surréaliste. C'est un plan fixe. En fait, c'est comme une vision théâtrale en fait, où c'est le cadre et en fait la table, on voit le four et le loup apparaît comme ça. Enfin, c'est assez fascinant. C'est une approche totalement gonzo du conte. C'est justement c'est ça qui est assez chouette chez Patrick Bokanowski, c'est que finalement, bon, on va se dire c'est pas vraiment des films où c'est pas une fiction où il y a un récit, mais finalement on arrive quand même à trouver un fil conducteur, quelque chose qui relève un petit peu de la narration, en tout cas toujours lié à cet imaginaire des rêves et des cauchemars qui n'ont pas vraiment de sens, mais qui en trouvent un dans la structure qu'il leur donne. Et c'est ça. Je trouve ça magnifique. Et pour rebondir sur ce que tu dis et cette notion de cohérence dans la filmographie, et Déjeuner du matin, par exemple, donc qui dure 11 minutes, qui est de 74. Là, on retrouve tout ce côté, cette atmosphère extrêmement glauque qu'on trouve au début donc de l'ange avec. On sait pas trop il y a une personne et on sait pas trop ce qu'elle fait, mais on est beaucoup sur la notion d'ombre et lumière. En fait, c'est une dualité qui est très présente, très perturbant. Et c'est pareil, il y a encore cette notion un petit peu que je disais tout à l'heure, de trouver finalement cette fameuse lumière. Et entre temps, il a fait La Plage, donc là qui est un film complètement assez différent parce que c'est un film d'une poésie superbe sur des gens qui sont à la plage. Enfin, c'est aussi simple que ça. Mais il y a tout un travail de surimpression qui est fait, un travail sur les couleurs. Il y a beaucoup de bleu, un travail sur les couleurs qui est magnifique. Et en fait, ces vagues s'accordent totalement avec la musique de sa femme Michel, qui là livre un score absolument. C'est complètement fascinant, c'est beau, ça dure 12 minutes, ça pourrait en durer 120 millions, ça serait exactement la même chose. C'était devant ton écran. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Moi, ça m'a fait penser aux nouvelles d'Edgar Poe ou Kafka, tu vois. Cet imaginaire-là, très, très bizarre, mais finalement, ça passe. Enfin, ça passe. Et c'est très sombre aussi à la fois, donc. Moi, à titre personnel, je suis pas du tout un grand connaisseur du cinéma expérimental. Ce sont des choses que j'aime bien de temps en temps, parce que je trouve ça fascinant. Je trouve ça même extrêmement stimulant. Mais d'un autre côté, je suis totalement perdu, étant beaucoup habitué au cinéma parce qu'on a narratif. plus les mêmes grilles de lecture sur ce genre de cinéma. On perd ses codes, on perd ses grilles de lecture, on perd ses repères, on perd même des fois ses sensations, parce qu'on se dit attends, mais je suis en train de faire un truc, là j'aime pas, mais enfin c'est extrêmement perturbant, mais du coup cette perturbation devient extrêmement réjouissante. Je dis beaucoup extrêmement là. Et donc pour parler d'un rêve solaire, donc il y a un film qu'il a tourné au format numérique. Donc c'est aussi un format de production et diffusion où les cinéastes d'avant-garde ont dû s'adapter, parce que même s'il y a encore beaucoup de cinéastes qui travaillent sur le matériau pellicule, donc à l'arrivée de la vidéo, un peu comme les réalisateurs du dogme ou bien des cinéastes d'art vidéo, ils sont adaptés à cette nouvelle manière de produire et de réaliser des films. Ils sont aussi emparés. Il y avait un cinéaste, je me rappelle plus qui donc avait filmé une vidéo et il l'avait compressé puis recompressé pour que en fait pour que au bout d'un moment en fait il ne reste quasiment plus rien du matériel de base. Voilà, sur le glitch, ouais. Et donc Bokanowski, comment est-ce qu'il s'empare de cette
nouvelle manière de produire et de penser le matériau film. Parce que donc un rêve solaire, c'est ça, où il y a encore beaucoup d'expérimentation sur le numérique même, quoi. Alors, Tu sais comment ça évolue dans les pratiques des cinéastes des avant-gardes ? Alors là, non, ça c'est une colle, je sais pas. Mais ce qui est intéressant dans le rêve solaire et peut-être à mettre en lien avec sa pratique du numérique, c'est que il fait intervenir, il travaille avec des troupes d'acteurs, donc qu'il filme, mais dont il va modifier la forme en fait, et il va travailler avec ça. Et puis aussi, il travaille aussi avec des artificiers. Donc, alors la manière dont, parce que le rêve solaire, tu sais, tu vois beaucoup d'artifices, d'étincelles, quelque chose de très lumineux qui parsème comme ça la totalité presque du film. Mais alors comment est-ce qu'il travaille vraiment sur cette question-là, je t'avoue que j'ai pas trouvé. Ce qui est très peu de choses. Oui. Après, par rapport à sa succession du numérique, donc il a fait le rêve éveillé en 2003, donc en collaboration avec Colette Aboulker-Muscat, qui est une psychanalyste. Donc du coup, tout est lié par rapport à cette notion de conte et tout ça, machin. Et donc c'est tourné en numérique, mais il n'a pas oublié pourtant la péloche, parce que après, en 2008, donc Battement solaire est tourné en 35 mm, et Un rêve en 2014 est également tourné et en 35 et en numérique. Du coup là, il fait un petit peu le pont, une espèce de passage. Mais oui, peut-être. Pardon. Vas-y. Non, un lien que je réfléchis à la question de Thomas par rapport au lien avec les avant-gardes, c'est que j'ai trouvé que Patrick Bokanowski travaille, en tout cas sa pratique du montage, il la ramène au montage par attraction, en lien au début du cinéma russe. C'est ça. Donc après, là je pourrais pas le définir, le montage d'attraction comme ça. Mais... Ouais, relisez André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma, sur les 3 types de montage. Voilà. Et où les 5 formes de cinéma. Oui, après le montage d'attraction, des attractions un petit peu pour tenter une définition, c'est un peu le montage par métaphore en gros. C'est la fameuse séquence, par exemple une séquence dans le cuirassé Potemkin, où, alors si je me rappelle, ça fait longtemps que j'ai vu ce film. Dans les escaliers là. Alors pas dans les escaliers, mais à un moment il y a un mouvement de foule, et en fait il fait un cut et il filme des fourmis. Il y a un truc comme ça, il me semble. Alors autant alors, dans mon souvenir c'est ça. Mais c'est un montage un petit peu par métaphore, où en fait on va rapprocher deux éléments qui n'ont pas forcément lien, par analogie, qui n'ont pas forcément lien, mais du coup dans le sens global du film, ça donne le sens final du cinéaste. T'as beaucoup ça, t'as ça aussi dans la Nouvelle Babylone de Kosinski et Trönberg sur la Commune de Paris, putain, ça, c'est un film sur chef-d'œuvre. Ah ouais, grave. Mais oui, mais même par rapport à l'arrivée de l'expérimental, oui, il y avait t'as Richard Sarafian, c'est lié avec Eisenstein et compagnie, mais est-ce que on peut trouver actuellement des cinéastes, et du coup c'est une question que je pose, des cinéastes grand public qui osent autant, par exemple, autant qu'avait osé Sarafian à l'époque de Vanishing Point. Par exemple, typiquement, un mec comme Mann, quand il fait... Moi, c'est Michael Mann qui me vient de suite à l'esprit. C'est surtout quand il fait Miami Vice, là, il teste les limites de sa caméra HD en pleine nuit dans Collateral et en plein jour dans Miami Vice, mais il travaille pas le matériau même numérique, mais il essaye d'en pousser les limites physiques et de représentation dans Miami Vice surtout, quoi. Il y a Léos Carax dans son film Holy Motors qui a fait appel à Jacques Perconte à un moment pour filmer une séquence du film où ça se passe en perf-cap, dans un sentier. Okay. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les limites entre le cinéma d'avant-garde et le cinéma, on va dire, classique, se creusent de plus en plus. Je vois moins de ponts de passage qui se font actuellement. C'est surtout qu'en fait, le cinéma expérimental, finalement, on le trouve pas au cinéma. C'est un cinéma qu'on va retrouver dans les collections des centres d'art contemporain ou des musées d'art moderne. Ou sur l'excellente émission Court-Circuit de Arte. Ces films-là, on va les retrouver sur les cimaises des musées. Enfin, tu vois, c'est... Où est-ce qu'on trouve ce cinéma? Ou alors dans les laboratoires à Nantes, par exemple, à Mire, ou la Bobinable, à Agnières, je crois. Puis quand t'as des cinéastes qui essayent de s'en emparer, après ça donne laisser bronzer les cadavres. Alors bon, est-ce bien raisonnable? Ouais.
Est-ce qu'on peut... je sais pas si c'est bon, c'est les gars trêves, c'était un film expérimental. Non, je pense que ça se veut un peu. En tout cas, c'était bien de la branlette. Donc voilà, c'était le coffret Patrick Bokanowski contenant L'Ange et un rêve solaire qui est sorti chez l'éditeur Revoir. Donc merci Carlo pour toutes ces recherches sur le cinéma d'avant-garde. De rien, j'ai fait de mon mieux. Nous allons reparler, comme la semaine dernière, du cinéma expérimental et du cinéma dit d'avant-garde, avec une nouvelle sortie chez l'éditeur Revoir, mais cette fois d'un film de Stan Brakhage, Anticipation of the Night, film de 1958 de 40 minutes, tourné en 16 mm et en couleur. Alors, Carla, ma chère. Oui. Donc, qui est Stan Brakhage et quelle est son importance dans l'histoire des formes d'avant-garde et expérimentales? Parce que c'est quand même un des noms les plus connus et les plus, les plus représentatifs de ce, pas de courant artistique, mais on va dire de cette manière de penser le cinéma. Tout à fait. Alors, pour ça, avant d'introduire Stan Brakhage, je vais essayer de revenir un peu sur qu'est-ce que c'est le cinéma d'avant-garde américaine, histoire de situer un petit peu les choses. Donc, il y a l'idée que le cinéma d'avant-garde américain, il est assez riche parce qu'il prend le relais en fait et l'énergie des avant-gardes européennes des années 20 et de tout le rôle d'exploration, de création formelle qu'elles ont joué à partir de ces années-là. Donc, ce rôle-là, il est... disons que ces cinéastes des avant-gardes américaines, ils prennent ce relais-là à partir des années 60-70. Après-guerre plutôt. Voilà. Ils sont ils viennent surtout de New York et de San Francisco. Justement, j'allais y venir. Il n'y avait pas une certaine relation avec les écrivains expérimentaux, on va dire ça, de l'après-guerre, notamment la Beat Generation, donc, qui était basée à New York et à Frisco. Je pense notamment à toutes les expérimentations littéraires de Byron Gysin et de William Burroughs, qui est ceux qui ont le plus travaillé sur les différentes formes littéraires et différentes manières d'écrire et de la représenter à un lecteur. En fait, tout à fait, j'allais y venir. En fait, ces cinéastes-là, ils ont vraiment une volonté de faire valoir ce cinéma expérimental, mais on n'en parle pas encore dans ces termes-là d'expérimental. On va parler plutôt de cinéma underground, et ce cinéma underground est lié historiquement au phénomène de contre-culture, où forcément on peut introduire cette littérature-là qui rentre en résonance aussi avec Stan Brakhage, qui se situe à ce niveau, et qui lui avait quand même une influence assez grande de la littérature, par exemple de Kerouac. Ouais, parce que justement lui aussi il commence dans l'underground new-yorkais, c'est là qu'il fait ses premiers films ou ses premières expérimentations, donc qui est assez lié à tout ce microcosme d'écrivain, en tout cas toute cette sphère culturelle et artistique qu'on retrouve à New York et à Frisco. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Après, Stan Brakhage, il a quand même 43 ans de création. Donc derrière lui, au moins 400 films. Et aucun point retraite. Ouais. Et ça me fait rigoler parce que je vois que Thibaut a imprimé toute sa filmographie. Ah, c'est toi, t'as imprimé toute sa filmographie. Ça fait 10 pages. Voilà, 400 films. Donc Stan Brakhage, il va lui... disons qu'il va s'approprier plusieurs formes cinématographiques. Donc le documentaire, les films de famille... la peinture sur la pellicule, les collages, donc c'est quand même une filmographie pour un cinéaste presque artiste assez variée. Il est assez varié et puis volubile du coup, puisque comme tu dis, il a travaillé à la fois donc sur le support même de la pellicule et après sur différentes manières de les représenter, de les montrer, parce que donc parle de collage qu'on peut faire sur la pellicule, de grattage qu'on peut faire dessus, de perforation, de peinture à même le matériau. Mais il filmait aussi des choses, comme tu disais. À la fois, il faisait peut-être de la récupération, par exemple, de films de famille ou bien d'images d'archives, mais il lui aussi en tournait. Oui, alors je vais peut-être faire un gros raccourci, mais disons que dans les trucs que j'ai pu lire sur lui, en fait, il en découle qu'il y a deux voies, en fait. Il y a la première où il se considère vraiment, en tout cas, il considère qu'il fait des films poétiques, qu'il préfère ce terme-là aux films expérimentaux, où il va vraiment, dans un premier temps, travailler sur les images réelles,
entre guillemets. Hein. Et ensuite, il va venir à l'abstraction, avec du coup tout ce travail de perforation, en tout cas de collage, de travail direct sur le Super 8. Et c'est un des pionniers du cinéma expérimental underground à travailler le matériel Super 8. Et comment il en vient à l'idée de travailler, je sais pas si tu le sais, à travailler sur le support même, plutôt que de travailler juste sur des images qu'il pourrait filmer? S'il a une démarche artistique particulière, s'il a des influences, je sais pas, qui viendraient du milieu de la politique, du milieu ou comme me fait Singal pour des questions purement pécuniaires peut-être. Non, je sais pas, mais après Parce que Gall est vénal, donc il pense tout de suite en termes économiques. Après, Stan Brakhage, il a quand même une influence qui est assez importante dans tout son travail, c'est l'influence des peintres expressionnistes abstraits, dont notamment Pollock, qui est quand même une figure auquel on la retrouve assez fréquemment dans les écrits sur Brakhage, qui revient. Là, c'est vrai que ça pourrait se voir dans certains de ces films, que ce soit les longs ou bien les courts, des éclats de couleurs qui pourraient apparaître sur l'écran, ou bien ce genre de choses, et qui donnent des sensations très violentes pour le spectateur, un peu comme certaines des toiles de Pollock, quoi, qui en plus lui était physiquement hyper investi dans la création de ces toiles, quoi. Il y a quelque chose de très mental aussi dans ses productions. Il y a un de ses amis poètes, Michael McClure, qui disait de Brakhage qu'il faisait des brain movies. Et il y a ça en fait qui peut-être s'exprime un peu plus dans la partie abstraite de son travail. C'est la volonté de Brakhage de travailler vraiment sur l'appareil de la vision du corps humain, en fait, de l'œil, et comment est-ce que il va travailler et aborder dans son travail la notion de notre lumière interne, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on ferme les yeux, et quelles sont les couleurs qui arrivent à nous, et comment est-ce qu'elles prennent forme dans cette lumière interne, en fait, dans cette projection que fait notre cerveau. Quand on ferme les yeux, on voit souvent des flashs de lumière. Voilà, tout à fait. Et lui, il va travailler là-dessus. Et une autre chose assez importante dans son boulot, c'est la notion de rythme. Il faut savoir que ces films sont essentiellement muets, mais on peut plutôt, au lieu de parler dans le terme de muet, on peut parler plutôt de films silencieux. Parce que ça sera plus de la musique visuelle, quoi. C'est tout où à le fait rythme ça. sera fait par les films des images, par les choses qu'on y voit représentées, c'est ça, c'est vraiment comment est-ce que un déplacement de focale, enfin c'est vraiment comme la construction d'une partition mais visuelle, avec les procédés qu'il va utiliser. Donc par exemple un déplacement de point de focale, des surimpressions, des enchaînements, la dualité entre la luminosité, l'ombre et les vibrations de couleurs. C'est vraiment de la musique, en fait, et c'est quelque chose de très important dans son travail. Du coup, sur ce rapport un peu de musique, est-ce qu'il travaille au mètre sur sa pellicule, justement, sur ses montages, ou comme il y a d'autres types qui peuvent faire ça, justement, où ils sont vraiment sur le photogramme près, ils font des découpages hyper précis pour avoir un rythme, en fait, même sur le nombre de photogrammes, en fait? Là, c'est une question très précise. Donc, Mais c'est vrai que oui, je pense que ça se fait, où dans ta pellicule, tu coupes des photogrammes pour donner un côté un peu plus saccadé, ou ce genre de choses. Oui, mais il y a je sais qu'il y a des cinéastes expérimentaux qui font vraiment ça, quoi, qui sont vraiment sur un rapport hyper calculé en centimètres millimétré, quoi. Ça m'étonnerait pas, parce qu'il fait quand même assez référence à John Cage. Lui, tu vois, avec 4 minutes 33 et ce genre. Voilà, c'est un autre rapport. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait situer ça par rapport au courant. C'est ce rapport-là à la musique qui réside dans le rythme de l'image. Donc forcément, oui, je pense que si lui, il vient après rajouter, parce que il l'a fait, rajouter de la musique sur ses films, peut-être oui, ça va être millimétré par rapport à l'image. Et sur sa production, donc comme je disais, 43 ans de carrière, il a eu une influence qui, j'ai cru sembler lire, assez énorme sur le reste de la production, entre guillemets, de cinéastes d'avant-garde. Mais de quelle manière est-ce qu'il a pu avoir une influence? Par ses techniques, par le résultat même de ses films d'avant-garde américaine? Ouais, ou même mondiale, je sais pas. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que c'était
un des pionniers à avoir travaillé sur le 8 mm, avec le Super 8. Donc je pense qu'après, ça doit forcément rentrer en résonance avec tout le travail de Jonas Mekas, qui lui aussi a travaillé sur ce support-là. Mais Mekas, qui pour le coup est peut-être la superstar du cinéma d'avant-garde, même pas américain. Et bah, tu vois, justement, en bossant sur Brackage, je me suis dit, mais en fait... c'est vrai que moi j'affectionne beaucoup Jonas Mekas, mais il prend beaucoup de place et peut-être qu'il met un peu de côté Stan Brakhage, qui visiblement en fait lui avait déjà cette pratique-là avant. Mais la différence peut-être avec Jonas Mekas, c'est que Mekas lui travaille. En fait, Mekas il va filmer ses amis, ses rencontres. C'est du home movie, quoi, comme dans son grand film Walden, qui est un genre de carnet intime de 3 heures sur sa vie, sur sa ville, sur New York, tout ça. Et donc Brakhage a des pratiques et une monstration différentes. Peut-être plus personnel. Et c'est pour ça, là, j'ai trouvé un petit extrait qui est pas mal, et où c'est Brakhage qui parle dans un entretien mené par Adam Sidney, et qui s'intitule « Pour présenter Stan Brakhage ». Et c'est la dernière question auquel répond Brakhage, et il présente un peu comment lui se situe par rapport à son travail. Donc, je dirais que comme artiste-cinéaste, j'ai rapidement progressé, une fois débarrassé du mélodrame comme source principale d'inspiration. J'ai commencé à comprendre que toute l'histoire, toute la vie, tout le matériel pour travailler devait venir de moi, de mon moi intérieur, plutôt que de venir de l'extérieur. Je voyais tout comme émanant de moi, et je pensais que le plus personnel ou égocentrique j'étais, le plus loin j'aurais pu aller, et même atteindre encore mieux ces intérêts universels qui sont en chaque homme. Je saute un petit peu. Ainsi, les films s'expriment non pas par le geste, mais par l'action très réelle de sortir de soi. C'est vraiment ce terme-là de brain movies qui revient, où c'est Brakhage qui va prendre les éléments qui sont autour de lui et voir comment est-ce qu'il peut les ressortir sous forme d'images ou d'images rythmées. C'est presque des images mentales, en fait. Ouais, c'est plus un cinéma de sensation plutôt qu'un... Et voilà, c'est ça. C'est vraiment, il est dans le sens. Et pour lui, en tout cas, la volonté de son travail, c'est de retrouver je cite, une vision vierge de l'œil. Voilà. Et oui, Thibaut. Parce que en fait, son film le plus connu, c'est Dog Starman, et par rapport à Anatomy of the Night, Anticipation, pardon. Du coup, comment se place ce film, donc du coup qui ressort, comment se place ce film à l'intérieur de sa filmo et par rapport il est à différentes périodes, ouais, tiens, j'ai posé la question. Et par rapport à ces autres périodes, tout ça, enfin, comment il s'articule en fait. Si tant est qu'il en est. Si tant est qu'il en est. Je sais pas. Écoute, c'est quelle date déjà, Anticipation of the Night ? C'est 58. 58. Ah, il est au tout début en fait. Là, voilà, c'est au tout début, et disons qu'à ce moment-là, il avait mis de côté le terme d'abstraction pour faire place plutôt à une idée de cinéma lyrique. Donc, peut-être que c'est quelque chose auquel il va revenir plus tard, ou je sais pas. Oui, parce que Dog Starman, c'est années 60. Ça, je l'ai vu, ça, pour le coup. Oui. Bon, il y a un prélude, je sais pas combien. Mais en tout cas, il y a un bouquin que j'ai commencé à lire qui est intéressant. Par contre, il faut s'y plonger. Je peux le conseiller. C'est le livre de Stan Brakhage, où il explique ses positionnements théoriques, et ça s'appelle Métaphore et vision. Et là, en fait, c'est vraiment tout est expliqué, son rapport au poème, qui va sûrement mettre de côté à un certain moment, ou quand il va passer à l'abstraction, pour venir non plus aux mots, mais aux images. Yal. Et du coup, donc, comme c'est en début de carrière, Anticipation of the Night, là, il est sur du grattage de pellicule, sur des jets de couleurs, sur des trucs comme ça, ou qu'est-ce que non, c'est de la prise de vue réelle. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est plus l'expérimentation au montage, étalonnage et ce genre de choses que des trucs qu'il pourra faire par la suite. Mais ce qui est intéressant avec Anticipation of the Night, c'est que finalement, les films expérimentaux, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais vu que le film est silencieux, on arrive facilement à se projeter dedans et à
et à imaginer des sensations qui peut-être sont pas prédéterminées par le cinéaste, d'où le côté très très sensible et très poétique de ces Mais ce qui est un films. truc assez dur quand même à assimiler, surtout quand donc, des films d'avant-garde n'ont aucun son, aucune parole ou aucune musique, c'est quand même assez ardos de plonger dedans. Et moi je sais que c'est parfois des choses qui m'ont buté dans du cinéma d'avant-garde, c'est un manque d'accroche premier à des rapports de sensations que je connais par rapport à du cinéma classique. Dans un film All Breakage ou même autre, tu penses que c'est quoi les points d'accroche qui seraient les plus aisés pour des néophytes comme nous, enfin comme Thibaut et moi? Points d'accroche. Bah écoute, dans Éloge du cinéma expérimental, il y a un extrait où Dominique Noguet il présente une diffusion de Anticipation of the Night, et lui-même il dit que c'est pas facile de s'accrocher dès le départ, parce que du fait que c'est des films silencieux où finalement il faut aussi accepter de se laisser prendre par l'image et par le montage. Moi je pense que c'est par le montage peut-être le point d'accroche auquel toute personne qui s'initie à ce type de cinéma pourrait trouver ancrage. Oui, bah oui. Merci Thibaut pour votre intervention. Ouais, exactement. Oui. Ben non, mais c'est vrai que c'est pas évident en fait. C'est pas évident. Bah non, parce que ça demande, on en parlait la semaine dernière, de revoir un peu toute notre grille d'analyse C'est ça. que nous avons en tant que vieux critique, mon cher Thibaut, sur le cinéma Du coup, classique. c'est pas un montage qui Gal. fait appel à des connaissances préalables. C'est pas un montage de référence ou de choses C'est comme un ça. Quoi. montage de surimpression. Non, parce que tu vois, par exemple, sur des jeux de montage, je sais que ça va hurler au scandale, mais dans les histoires du cinéma, par exemple, On a rien entendu. non, mais justement, tu vois, c'est un truc, en soi, c'est très intéressant, mais si tu n'as pas le bagage cinématographique, tu comprends rien, quoi. Et là, c'est pas. Je pense pas qu'il là, c'est pas du faille tout là-dessus, forcément avoir les connaissances d'un langage cinématographique. Braquet, j'ai pas élitiste comme notre. Oui, non, mais c'est pour ça que je pose la question. Je pense que c'est bien de savoir un peu comment les choses se situent avant d'aller voir ces films-là. C'est pour ça que j'ai commencé par présenter un petit peu comment les avant-gardes américaines, à quoi elles font référence. Elles font référence aux avant-gardes des années 20. Donc la dernière fois, On a vu que les avant-gardes des années 20 faisaient référence à des mouvements culturels qui sont multiples dans ces années-là. Donc je pense qu'en tout cas, le point d'accroche pour aller voir des films expérimentaux comme pour aller voir des expos d'art contemporain, c'est un peu de se situer par rapport à l'histoire de l'art et pas forcément d'avoir des connaissances en langage cinématographique. Ah bien. Et de se laisser aller. Oui, voilà, il faut aussi accepter, je pense. Hein? Let it go. Ouais. Donc voilà, c'était Stan Brakhage à l'occasion de la ressortie chez l'éditeur Revoir de Anticipation of the Night. Nous continuerons peut-être un de ces jours, notre plongée dans le cinéma expérimental, que Carla se fera un grand plaisir de nous exposer. Oui. On va passer au coup de cœur sans tarder, mon cher Monsieur Fleuret. Qu'avez-vous aimé cette semaine dans le monde de la culture? Eh bien, Total Recall de Polo. Parce que, à l'occasion, là, il y a Ça, c'est un Arte, bon film. en fait, Ça, c'est de la culture. qui diffuse quelques films du Hollandais violent. Donc, il y avait dimanche soir, il y avait Total Recall, suivi d'un documentaire que je n'ai toujours pas vu, mais qui est disponible sur les plateformes. 7, ouais. Sur la plateforme. Hier, il y avait Showgirls. l'excellentissime, Showgirls. le chef-d'œuvresque Showgirl suivi de La chair et du sang. La chair et le sang, pardon. Et du coup, là, revoir Total Recall, ce film que j'avais pas vu depuis une bonne paire d'années et qui m'avait toujours marqué, traumatisé. Le blockbuster le plus violent jamais produit par Hollywood. Et un film du coup extrêmement intéressant que je mettrai en parallèle en fait avec Robocop et Starship Troopers, notamment dans son utilisation du médium télévisuel. Voilà, donc les maquillages de Rob Bottin sont absolument mortels. La séquence de déglobulage marche toujours aussi bien. Ça m'avait marqué quand j'avais 10 ans, ça marche toujours maintenant. La musique de Goldsmith est mortelle. En fait, la photo de Vacano, en termes de prod, le générique est sublime. Et en fait, il y a aussi la petite Madeleine de Proust. Mais en fait, revoir ce C de la Carolco en début, c'est vraiment un putain de plaisir. Voilà. Carolco, scénar de Dan O'Bannon, Polo au top niveau. Enfin bref, voilà. Pur plaisir.
Tu nous manques, Polo. Reviens. Carla. Moi, j'ai pas vraiment de coup de cœur, mais du coup, je vais rester sur ma branche. Hein. Je vais dire, je vais dire le livre de Dominique Noguet, du coup, Éloge du cinéma expérimental, paru chez Paris Expérimental, et du coup, qui peut vraiment être un outil très pratique et assez complet pour, par exemple, les gens comme Gal qui ont envie d'avoir des points d'accroche pour s'attaquer Exactement. au cinéma expérimental. Comme on dit dans le métier. D'ailleurs, Gal, mon cher, vous avez aimé des choses cette semaine incroyables. Oui, c'est fou. Du coup, j'ai un coup de cœur cette semaine. Ce sera Belladonna de Eiichi Yamamoto, qui passait du coup Au tambour la semaine dernière. Simplement parce que dans une économie de moyens sur le film, c'est quasiment que des plans fixes avec presque pas d'animation. T'as quand même une grosse leçon de montage sur le montage qu'on s'appelle des personnages, de plans, de profondeur de champ, de qu'est-ce que tu mets en avant, et c'est assez fantastique. Et avec des vraies idées de cinéma, comme on en voit rarement. Et t'en avais pas un autre ? Ouais, c'était Le vent se lève aussi. Voilà, de Hayao Miyazaki. Un film pas mal aussi. Il faut tenter de vivre. C'est demain, il y a l'air d'avoir une assez bonne séance d'organiser au tambour autour des nouvelles vagues iraniennes et... Ouais, c'est ce que j'ai dit en agenda en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est carrément ce que j'ai dit, ouais. Oui, non, mais grave, c'est ce que t'as dit, mais du coup, je le rappelle parce que je pense que ça va être vraiment bien. Voilà. C'était l'intervention. Merci. Donc moi, dans un tout autre genre, j'ai revu un de mes gros plaisirs, c'est La momie de Stephen Sommers, que j'avais pas vu depuis, je pense 2 ans, mais qui est toujours un énorme plaisir, qui je pense est un idéal de divertissement hollywoodien, comme Hollywood malheureusement n'en fait plus. Écriture absolument géniale, photo mortelle, production impeccable, et même l'actorat au top, comme quoi on pouvait prendre Brendan Fraser et Arnold Vosloo qui est toujours trop cool, et mise en scène de Stephen Sommers, qui franchement était un des meilleurs artisans du Hollywood des années 90, qui nous manque grave parce que plus personne lui file de la thune depuis l'échec de son monumental, de son fabuleux, de son génialissime et de son chef-d'œuvresque G.I. Joe en 2009. Film formidable et qu'il faut évidemment voir et revoir parce que ça c'est pareil, c'est absolument prodigieux. Est-ce que tu t'as envoyé La momie 2 aussi? Non, pas encore, mais parce que La momie 2 c'est plutôt sympa. C'est aussi. pas mal. La momie avec Tom là. Non, ne parlons pas des choses qui fâchent. Et un film, de toute façon, La momie c'est avec Rachel Weisz, et un film avec Rachel Weisz, c'est comme un film avec Kate Blanchett, c'est toujours un bon film. Ouais, donc voilà, revoyez La momie, revoyez-le, c'est formidable, montrez-le à vos enfants si vous en avez, et si vous n'en avez pas, revoyez-le quand même. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment du nouveau film de Tonton Spielby. D'ici là, soyez sages et ciao, bonsoir. Salut. Salut.